Les officiers ont examiné les enregistrements vidéo et ont vu exactement la même chose. Un groupe de personnes entrant dans l'ascenseur, les portes s'ouvrant au deuxième sous-sol, mais personne n'en sortant. J'ai 20 ans et depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu des problèmes avec des visions étranges. Au début, j'étais convaincu que c'était des fantômes. Ma mère m'a même emmené voir une sorcière et d'autres personnes censées pouvoir m'aider. Avec le temps, j'ai fini par croire que tout était dans ma tête et que j'imaginais ces choses. Hier, ma mère a voulu me montrer quelque chose. Elle a mis la rediffusion de notre caméra de surveillance du 8 février. On y voit clairement quelque chose d'étrange lorsque je sors fumer. Une sorte de forme noire, ressemblant à de la poussière ou de la fumée, me suit rapidement partout où je vais. Ce n'est pas une ombre ou un insecte. Ça ne ressemble à rien de physique ou d'humain, mais c'est indéniable, ça me suit. J'ai montré la vidéo à des amis qui ne croient absolument pas à ce genre de choses, sans leur dire ce que je pensais. Je leur ai juste demandé ce que ça pouvait être, et eux non plus n'ont trouvé aucune explication logique. Depuis, ma mère est convaincue que c'est une malédiction lancée par cette sorcière qu'elle m'avait fait rencontrer quand j'étais enfant. Elle m'en avait souvent parlé, mais à l'époque, je n'y croyais pas. Je pensais qu'elle exagérait ou se trompait. Mais après avoir vu cette vidéo, je ne peux plus ignorer cette possibilité. Je ne sais plus quoi penser. Tout cela semblait si absurde jusqu'à maintenant. Mais cette chose que j'ai vue me hante. Je ne trouve aucune explication rationnelle et ça me fait sérieusement remettre en question tout ce en quoi je croyais. Je venais de traverser une rupture difficile et avais décidé de recommencer à zéro. J'ai trouvé un petit appartement cosy dans un quartier calme, parfait pour reprendre ma vie en main. L'endroit était charmant, lumineux, et les propriétaires semblaient gentils et accueillants. Ils vivaient juste à côté dans la maison voisine. Le déménagement s'est passé sans encombre. Mes affaires étaient enfin rangées, et je me sentais presque bien pour la première fois depuis longtemps. Mais quelques jours après mon installation, une étrange sensation a commencé à m'envahir. Comme si on m'observait, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi, silencieux. Je me suis dit que c'était probablement le stress et la fatigue liés au déménagement. Après tout, le quartier était paisible et les voisins très courtois. Rien de rationnel ne justifiait cette peur diffuse. Mais la sensation ne disparaissait pas. Chaque soir en rentrant du travail, j'avais cette impression glaçante que quelque chose n'était pas à sa place. Des objets semblaient déplacés, un livre que je me souvenais avoir laissé sur la table basse se retrouvait sur l'étagère, une couverture soigneusement pliée que je ne me souvenais pas d'avoir rangée. Au début, j'ai pensé que je devenais paranoïaque. Peut-être que j'oubliais simplement où je posais les choses. Mais un soir, en rentrant, j'ai remarqué que mon lit était légèrement froissé, comme si quelqu'un s'y était allongé. La peur s'est intensifiée. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Quelqu'un entrait chez moi. Le lendemain, sans perdre de temps, j'ai acheté 2 caméras de surveillance discrètes que j'ai installées dans la chambre et le salon. Je les ai bien cachées pour qu'elles soient indétectables. Si quelqu'un entrait, je le saurais. J'ai passé la journée au travail, anxieuse à l'idée de ce que je pourrais découvrir en rentrant. Une fois à la maison, le cœur battant, j'ai vérifié les enregistrements. Et c'est là que l'horreur a commencé. Vers midi, la porte de mon appartement s'est ouverte doucement. Un homme est entré, je l'ai immédiatement reconnu, c'était le fils des propriétaires. Il avait sûrement conservé une clé. Je l'ai regardé, paralysé, explorer mon appartement comme s'il était chez lui. Il s'est dirigé vers ma chambre, s'est assis sur mon lit, et a lentement commencé à s'y allonger. Il a froissé les draps, tourné la tête sur mon oreiller, comme s'il voulait imprégner sa peau de mon odeur. Mon estomac s'est noué de dégoût. Je voulais arrêter la vidéo, mais quelque chose me poussait à continuer. Puis l'inimaginable est arrivé. Vers la fin de la vidéo, il a sursauté en entendant la porte d'entrée, c'était moi qui rentrais du travail. Mais au lieu de partir en courant, il a calmement glissé sous mon lit, sans un bruit, disparaissant dans l'ombre juste avant que je n'entre dans la pièce.
Mon cœur a failli s'arrêter. Je me suis rappelé cette nuit-là, je m'étais senti fatigué, un peu mal à l'aise, mais j'avais mis ça sur le compte du stress. J'avais dormi, paisiblement, pendant que cet homme malade était sous mon lit. Horrifié, je suis allé directement à la police. Lorsque les propriétaires ont appris que j'avais porté plainte, ils sont venus me voir, m'implorant de ne pas aller plus loin. Ils ont essayé de m'acheter mon silence avec de l'argent, prétendant que leur fils avait des problèmes et qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Mais il était trop tard. Ce qu'il avait fait était impardonnable. Je les ai poursuivis en justice pour violation de domicile, complicité et mise en danger. Aujourd'hui, je ne vis plus dans cet appartement. Mais chaque nuit, je ne peux m'empêcher de regarder sous mon lit avant de me coucher et de vérifier, encore et encore, que toutes les portes sont verrouillées. Parce que même si cet endroit appartient au passé, cette peur, elle, ne me quittera jamais. Hier soir, quelque chose d'étrange s'est produit alors que je travaillais de nuit. Mon camion était le seul véhicule garé sur le parking, comme d'habitude à cette heure-là. Vers le milieu de mon quart, j'ai vu une voiture entrer sur le parking et se garer juste à côté de mon véhicule. C'était un modèle inhabituel, ni tout à fait moderne ni vraiment ancien, et il n'avait pas de gyrophare sur le toit, ce qui m'a fait penser que ce n'était probablement pas une voiture de police au départ. Méfiant, je suis sorti pour voir ce qui se passait, car il n'y avait aucune raison valable pour que quelqu'un soit là à cette heure. Dès que j'ai commencé à marcher vers la voiture, elle a immédiatement démarré et contourné le bâtiment en direction du fond du parking, là où il n'y a pas de sortie. En la voyant partir, j'ai remarqué qu'il y avait « Police » écrit sur la porte, mais cela semblait inhabituel, comme s'il s'agissait d'un ancien modèle ou d'un véhicule désaffecté. Je suis rentré dans le bâtiment pour regarder les caméras de surveillance et voir où la voiture était allée. J'ai vérifié les enregistrements du moment exact où la voiture était censée être là. Mais il n'y avait rien sur la vidéo. Pas de voiture entrant sur le parking, pas de mouvement détecté, rien. Sur les images, je suis clairement visible en train de sortir du bâtiment et de marcher vers l'endroit où j'avais vu la voiture, mais elle n'apparaît pas du tout. Les caméras enregistrent automatiquement tout mouvement détecté, il est donc impossible que la voiture ait traversé le parking sans être filmée. Elle aurait dû apparaître. Je suis absolument certain de ce que j'ai vu. Je ne suis ni fatigué ni distrait. Je travaille régulièrement de nuit et j'avais dormi 9 heures avant mon quart. Je n'ai jamais eu de telles hallucinations ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne peux tout simplement pas expliquer ce qui s'est passé. Cette voiture de police, qui semblait sortir d'une autre époque, était là, et puis elle n'était plus là. J'ai travaillé comme agent pénitentiaire pendant de nombreuses années, principalement dans des prisons du Texas et du Michigan. L'une des prisons les plus anciennes où j'ai travaillé, située dans le Michigan, a récemment commencé à fermer, ce qui m'a rappelé les nombreuses expériences paranormales que j'y ai vécues, ainsi que dans d'autres établissements où j'ai été affecté. Voici quelques-unes des histoires les plus marquantes. Je travaillais de nuit, de 18h à 6h. Un soir, vers 3h du matin, alors que je discutais avec mon collègue après une ronde, un bruit sourd a retenti. C'était un battement régulier, comme si quelqu'un frappait violemment une porte métallique. Mon collègue, un ancien de la prison, a calmement déclaré que cette unité était hantée. Il m'a raconté qu'un détenu était mort dans une cellule d'isolement après s'être étouffé avec un sac de nourriture distribué par erreur. Curieux et sceptique, je suis allé vérifier. Plus je m'approchais de la cellule, plus le bruit devenait fort. La porte en métal tremblait, comme si quelqu'un la martelait de l'intérieur. Il n'y avait personne. Cette nuit-là, en revenant vérifier, une empreinte de main embuée était clairement visible sur la petite fenêtre de la porte. Une autre nuit, j'étais dans le poste de surveillance avec mon collègue. En regardant les écrans de sécurité, j'ai vu un détenu assis seul à une table du réfectoire. Mais quand j'ai regardé directement à travers la vitre, il n'y avait personne. Surpris, j'ai remonté les images de la caméra, le détenu disparaît lentement, comme s'il s'effaçait du monde réel. Plus tard cette même nuit, j'ai rangé un panneau « Sol glissant » dans un placard. Peu de temps après, en revenant au poste,
le panneau était de nouveau sorti. J'ai accusé mon collègue de faire une farce, mais il n'était jamais sorti du poste. Nous avons rangé le panneau et avons verrouillé le placard. En regardant par la fenêtre, le panneau était encore là, au même endroit. Nous avons observé le panneau cette fois-ci. Il s'est soulevé lentement sur 2 pieds, a claqué au sol, puis a glissé le long du couloir avant de s'immobiliser devant le placard verrouillé. Nous n'avons plus quitté le poste de surveillance de toute la nuit. Dans une unité d'isolement, un détenu avait été placé sous surveillance pour comportement suicidaire, même s'il disait avoir simulé cela pour bénéficier de la fraîcheur des cellules proches des bouches d'aération. Vers minuit, mon collègue et moi avons vu une ombre noire se déplacer sur le sol du couloir. Elle s'est glissée sous la porte de la cellule du détenu. Lorsque je suis allé vérifier, le détenu était pâle et paniqué, disant qu'il entendait des voix. Plus tard, il a mordu la peau de ses poignets jusqu'au sang et a commencé à parler dans une langue incompréhensible. L'expérience la plus terrifiante que j'ai vécue s'est produite dans une unité historique datant de la fin du XIXe siècle, réactivée pendant la pandémie pour séparer les détenus. Une nuit, seul dans l'unité, j'ai entendu des coups violents provenant d'une porte menant à une section condamnée de la prison. J'ai ouvert la porte et une brise glaciale m'a traversé, me donnant des frissons intenses. Je l'ai refermé précipitamment et suis retourné au poste de surveillance. Alors que j'essayais de me calmer en regardant la télévision, les chaînes ont commencé à changer toutes seules, puis l'écran est resté bloqué sur un brouillage statique. À ce moment-là, je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Un soir, mon collègue et moi avons décidé d'explorer les anciennes parties condamnées de la prison, équipées de nos lampes torchées. Nous avons descendu les tunnels souterrains, exploré les vieilles tours de garde et sommes finalement arrivés à la section d'isolement abandonnée. Nous avons dû ouvrir une porte en métal rouillé à l'aide d'un énorme trousseau de clés anciennes. L'atmosphère était lourde et oppressante. Une fois à l'intérieur, le silence était assourdissant. Nous avons décidé de partir lorsqu'une sensation de malaise intense s'est emparée de nous. En retournant vers la porte, la lampe de mon collègue s'est éteinte subitement. Nous avons alors entendu des pas précipités dans notre direction, comme si quelque chose courait après nous. Paniqués, nous avons couru jusqu'à la porte. Mon collègue a lutté pour ouvrir la serrure alors que les bruits se rapprochaient dangereusement. Nous avons réussi à sortir et avons claqué la porte derrière nous. En regagnant la lumière du bâtiment principal, des marques rouges de griffures étaient visibles sur les bras de mon collègue. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit, mais ces expériences hantent encore mes souvenirs. Ces prisons renferment bien plus que des murs et des barreaux. Je travaille comme conducteur Uber depuis plusieurs années. C'est un métier que j'aime bien malgré les imprévus. Les nuits sont longues, parfois solitaires, et les rencontres ne sont pas toujours agréables. Pour me protéger, j'ai installé des dashcams dans ma voiture, à l'avant et à l'arrière, une précaution qui me rassure. Je les vérifie chaque dimanche soir, un rituel que je respecte sans faute. Dimanche dernier, après une semaine de travail éprouvante, je me suis installé dans mon petit salon, une tasse de café à la main, prêt à visionner les enregistrements. C'est une tâche monotone, mais nécessaire. En général, je regarde en accéléré pour gagner du temps. Tout était normal, jusqu'à ce que j'arrive à l'enregistrement du jeudi soir. Il était près de minuit, ma dernière course de la soirée venait de se terminer. Je rentrais chez moi, épuisé, les rues désertes défilant sous les lumières oranges des lampadaires. Je n'avais pas pris de clients après cette course. Mais quelque chose dans l'image de la caméra arrière a attiré mon attention. Une ombre. Une sorte de silhouette sombre, assise sur la banquette arrière, légèrement inclinée vers le centre de la voiture. Surpris, j'ai remis la vidéo en arrière et j'ai regardé à nouveau. Mon cœur a raté un battement. Cette ombre était là, immobile, comme un passager silencieux sauf que j'étais sûr de n'avoir pris personne. J'ai essayé de rester rationnel. Peut-être un effet de lumière, un reflet bizarre. Mais la forme était trop nette, trop humaine. Une sorte de silhouette sans trait distinct, comme découpée dans l'obscurité elle-même. Je me suis senti glacé. Une partie de moi voulait arrêter de regarder, mais l'angoisse m'a poussé à vérifier les enregistrements des jours précédents.
La silhouette était là. Chaque soir. Toujours assise au même endroit, toujours immobile. Parfois légèrement penchée, comme si elle m'observait à travers le rétroviseur. Mon souffle s'est coupé. Je me suis souvenu de certaines sensations étranges que j'avais ressenties ces dernières nuits, un frisson le long de la colonne vertébrale, cette impression désagréable d'être observé, mais je n'avais jamais vu personne en me retournant. Je ne pouvais pas me convaincre que c'était un problème technique. L'ombre ne se comportait pas comme un artefact de caméra, elle était trop constante, trop présente. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette forme immobile sur la banquette arrière. Le lendemain, épuisé mais déterminé, j'ai pris une décision. Je suis croyant, même si je ne vais pas souvent à l'église. Mais dans cette situation, je n'avais plus de doute sur ce qu'il fallait faire. Je suis allé voir le prêtre de la paroisse locale. Sans entrer dans les détails, je lui ai dit que je ressentais quelque chose de mauvais autour de moi et que j'avais besoin qu'il bénisse ma voiture. Il n'a pas posé de questions et a accepté immédiatement. Avec calme et sérieux, il a récité des prières en aspergeant l'intérieur de mon véhicule d'eau bénite. Pendant qu'il priait, j'ai senti une étrange chaleur envahir l'habitacle, comme si un poids invisible s'était dissipé. Depuis ce jour, l'ombre n'a plus jamais fait son apparition sur les vidéos. Les enregistrements sont redevenus banals, presque ennuyeux, exactement comme je le voulais. Mais chaque nuit, en rentrant chez moi, j'ai gardé une habitude que je n'avais pas avant. Je vérifie toujours mon rétroviseur, juste au cas où. Il y a environ 4 ans, j'ai vécu quelque chose au travail qui m'a glacé le sang. Je travaille pour une entreprise de surveillance numérique qui gère des systèmes de vidéosurveillance pour des milliers de restaurants, bars et stations-service à travers les États-Unis. De temps en temps, on reçoit des appels pour enquêter sur des vols, des cambriolages ou d'autres incidents graves. Un jour, on reçoit un appel d'une célèbre chaîne de restauration rapide située en plein cœur de Détroit. Ils nous expliquent qu'un de leurs employés a fait une overdose près du conteneur à ordures et qu'ils avaient besoin de comprendre ce qui s'était passé. Première mission, découvrir ce qui s'était passé et combien de temps il était resté là. Mais la deuxième question nous a plongés dans un véritable mystère. Le conteneur à ordures était entouré d'un mur de briques avec 2 points d'accès. Il y avait une grande porte que les camions à ordures utilisaient pour vider les poubelles, toujours laissée ouverte selon la direction. Puis il y avait une petite porte située près de la porte arrière du restaurant, verrouillée de l'intérieur et apparemment jamais utilisée. Pourtant, lorsque le corps a été découvert, c'est cette petite porte, censée être fermée à clé et inutilisée, qui était grande ouverte, exposant l'employé mort à la vue de tous. La direction voulait donc savoir qui avait ouvert cette porte. Nous avons donc téléchargé les images de la caméra de surveillance pour enquêter. Les images montrent l'employé sortant un soir pour jeter des ordures. On peut vaguement le voir à travers la grille de la petite porte verrouillée, bien que la visibilité soit difficile à cause de l'angle de la caméra. On le voit sortir une seringue, s'injecter quelque chose, s'effondrer et mourir derrière le conteneur. Il est resté là 2 jours et demi. Pendant tout ce temps, sous une pluie battante, des employés sortaient régulièrement les poubelles sans jamais le remarquer. Personne ne semble le chercher, personne ne semble rien voir d'étrange. Puis, le 3e jour, le soleil brille et tout est calme. Soudain, la petite porte, censée être verrouillée, s'ouvre lentement, toute seule. Pas d'ombre, pas de mouvement humain, rien. Elle s'ouvre, toute seule, comme si quelqu'un l'avait poussée. Et là, immobile, le corps est toujours dans la même position qu'il y a 2 jours et demi. Je me souviens avoir ressenti un frisson me parcourir l'échine. Rien n'expliquait cette ouverture. Quelques heures plus tard, un employé sort avec un sac poubelle, aperçoit le cadavre et s'effondre presque en criant avant d'appeler la police. Nous avons dû rédiger un rapport sur cet événement. Mais, à ce jour, aucune explication rationnelle ne me vient à l'esprit. Comment cette porte verrouillée a-t-elle pu s'ouvrir toute seule ? Quand je travaillais de nuit dans un hôtel, l'une de mes tâches principales était de surveiller les caméras de sécurité.
Ces caméras étaient équipées de capteurs de mouvement et d'un indicateur lumineux qui clignotait dès qu'un mouvement était détecté. Bien que ce soit une routine normale, certaines nuits étaient particulièrement dérangeantes. Ce qui me mettait toujours mal à l'aise, c'était le ding de l'ascenseur en pleine nuit. Chaque fois que je l'entendais, je sortais de mon bureau pour aller voir dans le hall et accueillir le client, prêt à l'aider s'il avait besoin de quelque chose. Mais il n'y avait jamais personne qui descendait de l'ascenseur. Intrigué, je vérifiais les enregistrements des caméras. On pouvait clairement voir l'indicateur de mouvement clignoter sur l'un des étages supérieurs, puis les portes de l'ascenseur s'ouvrir sur cet étage, sans que personne n'y monte. Quelques secondes plus tard, les portes s'ouvraient au rez-de-chaussée, et l'indicateur de mouvement se mettait à clignoter dans le couloir menant à mon bureau. Mais aucune personne visible sur les images. Cette présence invisible me donnait des frissons chaque fois que cela se produisait. Un autre incident reste gravé dans ma mémoire. Une nuit, alors que je travaillais dans mon bureau, j'ai entendu un coup violent frapper ma porte. Cela ressemblait au bruit que ferait un poing frappant sèchement contre du bois. C'était un seul coup, sec et puissant. Sur l'enregistrement, on peut voir ma tête se tourner brusquement vers la porte, puis regarder immédiatement l'écran de la caméra pour voir qui était dehors. Il n'y avait personne. Aucun mouvement détecté sur aucune caméra près de mon bureau ou dans le couloir. L'hôtel était totalement silencieux, et pourtant ce bruit était bien réel. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais finir mon quart de travail après ça a été l'une des expériences les plus longues et les plus angoissantes que j'ai jamais vécues. Quand j'étais jeune, je travaillais comme agent de sécurité de nuit dans une maison de retraite située dans une zone assez isolée, entourée de bois épais et de routes peu fréquentées. Mon poste principal était près du quai de chargement à l'arrière du bâtiment, là où les livraisons de nourriture et de fournitures médicales arrivaient pendant la journée. La nuit, l'endroit était silencieux, presque étouffant, à part le bruit occasionnel d'un animal errant ou du vent soufflant à travers les arbres. La première nuit où quelque chose de bizarre s'est produit, je faisais ma ronde habituelle. En passant près du quai, une étrange lumière a attiré mon attention. Elle était petite, en forme de croissant, et semblait flotter doucement dans l'obscurité. Au début, j'ai pensé que c'était le reflet d'une lampe torche. Peut-être un collègue qui se serait faufilé à l'extérieur pour fumer ou quelqu'un qui s'amusait à me faire peur. Sans hésiter, j'ai couru vers la porte arrière pour vérifier. Tout était plongé dans l'obscurité totale. Pas de mouvement, pas de bruit. Je suis resté immobile, écoutant chaque son, mais rien. Seul le bourdonnement lointain des climatiseurs remplissait l'air. C'était comme si la lumière que j'avais vue n'avait jamais existé. La nuit suivante, j'ai gardé un œil attentif sur cette zone. Vers 2 heures du matin, alors que je terminais une autre ronde, les mêmes lumières sont réapparues. Flottantes, silencieuses, indépendantes de toute source visible. Cette fois, je les ai observées plus longuement. Elles dansaient doucement, comme guidées par un courant d'air invisible, avant de disparaître lentement dans l'ombre. Pour tenter de me rassurer, j'ai imaginé que cela pouvait être une décharge électrique provenant du panneau électrique du bâtiment. Les unités de climatisation du centre se mettaient souvent en marche pendant la nuit. Peut-être que l'énergie statique produisait ces lumières. Je m'accrochais à cette explication, bien que cela ne semble pas vraiment correspondre à ce que j'avais vu. Puis, quelques semaines plus tard, quelque chose de bien plus troublant s'est produit. Un matin froid, en arrivant à mon poste, j'ai trouvé l'équipe de jour en état de choc. Une des infirmières m'a expliqué que quelque chose d'horrible avait été découvert devant l'entrée principale de l'aile des soins de santé. Curieux et inquiet, je me suis approché de la scène. Sur le trottoir glacé, parfaitement exposé à la vue de tous, il y avait un chat mutilé. Son corps entier avait été démembré avec une précision chirurgicale effrayante. Seuls le crâne et les pattes restaient intacts. Pas une goutte de sang, comme si la créature avait été vidée et nettoyée avant d'être déposée là. Personne ne savait comment l'animal était arrivé là ni qui aurait pu faire une chose pareille. L'idée qu'un animal sauvage ait pu en être responsable semblait impossible étant donné la précision avec laquelle les os avaient été séparés. Pendant les semaines suivantes, les lumières étranges sont réapparues régulièrement près du quai de chargement.
Chaque nuit, je me sentais observé, suivi comme si quelque chose surveillait mes mouvements dans l'ombre. Les bois autour du bâtiment semblaient plus sombres, plus oppressants. J'ai fini par quitter cet emploi après quelques mois. Rien n'a jamais été expliqué concernant les lumières ou le chat mutilé. À ce jour, je ne comprends toujours pas ce qui se passait là-bas. Peut-être que c'était quelque chose d'électrique, ou peut-être que quelque chose d'autre rôdait autour de cette maison de retraite, attendant dans l'ombre. Il y a quelques années, avant que je ne commence à travailler à mon poste actuel, un incident étrange s'est produit dans notre bâtiment. Les ascenseurs desservent deux sous-sols, le premier et le second. Une nuit tardive, l'un des agents de sécurité a remarqué un groupe de personnes entrant dans l'ascenseur au 4e étage. C'était inhabituel, car personne n'était censé se trouver dans le bâtiment après minuit. L'agent de sécurité a décidé de surveiller attentivement les caméras du hall pour voir à quel étage le groupe descendrait. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 2e sous-sol, mais personne n'est sorti. Intrigué, il a immédiatement appelé son collègue pour qu'il se rende sur place pendant qu'il continuait à surveiller les écrans. Le 2e agent s'est précipité jusqu'aux portes de l'ascenseur au sous-sol. Lorsqu'il est arrivé, il n'y avait absolument personne. Il a fouillé les couloirs adjacents et inspecté soigneusement la zone, mais il n'a trouvé aucune trace de présence humaine. Les deux agents sont retournés au poste de sécurité, perplexes. Ils ont décidé de mettre le bâtiment en confinement et ont passé le reste de la nuit à fouiller chaque étage, chaque pièce et chaque coin de l'immeuble, mais ils n'ont trouvé personne. Finalement, ils ont contacté la police. Les officiers ont examiné les enregistrements vidéo et ont vu exactement la même chose. Un groupe de personnes entrant dans l'ascenseur, les portes s'ouvrant au 2e sous-sol, mais personne n'en sortant. L'incident est resté inexpliqué. Après cela, la direction a décidé d'investir dans des caméras de sécurité supplémentaires à l'intérieur des ascenseurs pour éviter que ce genre de mystère ne se reproduise. Il y a quelques années, je travaillais pour une entreprise de sécurité spécialisée dans l'installation et la surveillance de systèmes de vidéosurveillance sur des chantiers de construction isolés. Ces sites sont souvent vulnérables, surtout la nuit, quand ils sont complètement déserts et plongés dans l'obscurité. Une nuit d'hiver glacial, vers 2 heures du matin, notre agent d'intervention a reçu un appel urgent de la station de surveillance. L'opérateur lui a expliqué avoir repéré une silhouette suspecte sur un chantier actif à la périphérie de la ville. La description était étrange et précise, un homme grand, habillé tout en noir, avec une capuche relevée, marchant lentement autour du bâtiment en construction. L'opérateur ne pouvait pas voir son visage, car il gardait constamment le dos tourné à la caméra. Ce genre de situation est assez courant, des sans-abri cherchant un abri, des voleurs de cuivre ou même des jeunes cherchant à faire des graffitis. Pourtant, ce qui a alerté l'opérateur, c'est que l'homme semblait ignorer totalement les caméras et ne montrait aucun signe d'intérêt pour le matériel sur place. Il ne fouillait rien, ne forçait aucune porte, il se contentait de marcher lentement autour de l'immeuble, comme s'il cherchait quelque chose. L'agent d'intervention s'est immédiatement rendu sur le chantier. La zone était déserte. Les projecteurs de sécurité, pourtant sensibles au mouvement, n'avaient détecté personne. Il a parcouru tout le site, s'attendant à trouver l'homme, mais il n'y avait aucune trace de présence humaine. Pas de pas dans la boue humide, pas de déchets laissés derrière, rien. Intrigué, il a demandé à la station de surveillance de revérifier les caméras. Peut-être que l'homme avait réussi à s'échapper par un point d'accès que l'agent aurait manqué. Il leur a demandé de regarder les enregistrements des caméras couvrant les entrées et sorties du site. Après une longue vérification, l'opérateur a confirmé que personne n'était jamais entré ni sorti. La seule façon de partir sans être vu aurait été de descendre le long des échafaudages, une manœuvre dangereuse qui aurait laissé des traces évidentes, mais rien. Sentant que quelque chose n'allait pas, nous avons demandé à l'opérateur de nous envoyer les images fixes de l'apparition initiale de l'homme en noir. Nous voulions comprendre où et quand il était apparu sur le chantier. Ce que nous avons reçu a été encore plus dérangeant. Sur les images enregistrées, il n'y avait jamais eu personne. Aucun intrus. Rien d'anormal.
La seule personne visible sur la vidéo était notre propre agent d'intervention, marchant seul sur le chantier, inspectant chaque recoin, visiblement à la recherche de quelqu'un qui n'existait pas. Nous avons vérifié plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y avait aucune erreur d'enregistrement, mais les fichiers vidéo étaient intacts. L'homme en noir n'était jamais apparu sur les enregistrements. Pourtant, l'alarme infrarouge s'était bien déclenchée, une technologie conçue pour détecter uniquement des corps physiques. Le plus troublant est que l'opérateur de surveillance, expérimenté et lucide, a juré avoir vu l'homme en temps réel cette nuit-là. La caméra infrarouge avait bien capté quelque chose, déclenchant une alerte légitime, ce qui excluait totalement une erreur humaine ou un dysfonctionnement technique. Rien dans nos systèmes n'a pu expliquer ce qui s'était passé. La seule chose qui restait était l'histoire étrange racontée par un opérateur sûr de lui, un agent sur le terrain troublé, et une alarme activée par quelque chose. Depuis cette nuit-là, nous avons souvent discuté de l'incident au bureau, tentant d'y trouver une explication rationnelle. Certains ont évoqué une personne réelle ayant réussi à tromper le système, d'autres ont mentionné une illusion causée par un jeu d'ombre ou un problème technique rare. Mais au fond, aucune explication logique n'a jamais semblé satisfaire ce que nous avions vécu. Cette silhouette disparue sans laisser de traces semble encore errer dans nos souvenirs, comme si elle avait existé quelque part entre deux mondes, entre le réel et l'invisible. Quand je travaillais dans une prison de haute sécurité, j'ai été assigné au poste de contrôle central pendant un quart de nuit. C'était l'endroit où étaient surveillées toutes les caméras de sécurité du complexe. Vers 2 heures du matin, alors que je faisais une vérification de routine sur les écrans, mon regard s'est arrêté sur la caméra de la salle de classification. À ma grande surprise, il y avait un détenu assis à l'intérieur. Il était immobile, assis sur une chaise, regardant fixement devant lui. Cela n'avait aucun sens, car cette pièce était censée être fermée à clé après 17 heures, et personne n'était autorisé à y entrer après cette heure-là. Tous ceux qui possédaient les clés de cette salle étaient rentrés chez eux depuis longtemps. J'ai immédiatement alerté le sergent et lui ai remis la clé de secours pour qu'il puisse aller vérifier. Il est parti avec 2 autres agents pour inspecter la salle pendant que je surveillais les écrans. Le détenu était toujours là, immobile, ne bougeant pas d'un pouce. Quelques minutes plus tard, je les ai vus arriver à l'écran. Mais dès qu'ils ont ouvert la porte, la pièce était vide. Aucune trace de qui que ce soit. Ils ont fait une fouille complète de la pièce et des couloirs adjacents, mais il n'y avait personne. Pas la moindre preuve qu'un détenu avait pu être là. J'ai même rembobiné les enregistrements vidéo et c'était encore plus étrange. On pouvait voir l'image fixe du détenu assis, mais il n'entrait jamais dans la salle. Il était simplement apparu là, comme s'il avait toujours été présent. Nous n'avons jamais pu expliquer cet événement. Il n'y avait aucun moyen pour un détenu d'accéder à cette salle sans déclencher une série d'alarmes ou être repéré sur plusieurs autres caméras. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux, et mes collègues aussi. Il y a quelques années, j'avais un appartement assez proche de mon bureau. Le bâtiment de mon entreprise était situé dans un quartier d'affaires, un peu isolé par rapport au centre commercial principal de la ville. Lorsque j'ai vendu mon appartement, j'ai décidé de laisser mon vélo attaché à l'arceau à vélo du bureau le temps de déménager dans ma nouvelle maison. Cela ne devait durer que quelques jours, donc je ne m'inquiétais pas particulièrement. Un matin, en arrivant au bureau en milieu de semaine, je passe devant le rack à vélo, plus de vélos. L'arceau était complètement vide. Étonné, je suis allé voir le responsable informatique pour consulter les enregistrements des caméras de sécurité, car l'une d'entre elles donne directement sur l'entrée principale, juste à côté du rack à vélo. Nous avons commencé à regarder les images de la nuit précédente. On voit tout le monde quitter le bureau, le parking se vider lentement. Mon vélo est bien là, solidement attaché. On avance la vidéo en vitesse normale, puis d'un coup, le vélo disparaît. Aucune personne ne s'approche, aucun mouvement visible. Intrigués, nous avons ralenti l'enregistrement pour voir ce qui s'était passé. Ce que nous avons vu était inexplicable. L'image s'est brouillée, comme lorsqu'un signal numérique de télévision devient instable, un genre de glitch visuel. Une seconde, le vélo est bien là, puis plus rien.
La date et l'heure sur l'enregistrement étaient parfaitement normales. Une seconde avant, le vélo était présent, une seconde après, il avait disparu comme par magie. Il n'y avait aucune trace d'effraction, aucun signe que quelqu'un l'ait détaché ou emporté. Nous avons vérifié toutes les autres caméras des alentours pour voir si le vélo ou une personne suspecte apparaissait. Rien. Je plaisante souvent en disant que mon vélo a été aspiré dans un autre univers ou dans une autre dimension, mais au fond, je n'ai jamais trouvé d'explication rationnelle à ce qui s'est passé ce soir-là. C'était comme s'il s'était évaporé. Je travaillais dans un endroit qui devait être occupé 24 heures sur 24, car nous manipulions des documents et des fichiers sensibles. Si quelqu'un avait besoin de ces informations au milieu de la nuit, je devais les récupérer ou confirmer leur présence. La sécurité était stricte, barres aux fenêtres, plusieurs portes verrouillées à franchir avant d'atteindre mon bureau. Comme d'habitude, j'avais fini mon travail rapidement, en environ 30 à 45 minutes. Le reste de mon quart de nuit, je tuais le temps en jouant sur mon téléphone, en regardant Netflix, puisque personne d'autre n'était dans le bâtiment la nuit. Vers la fin de mon quart, alors que je commençais à me détendre, j'ai entendu une porte se fermer quelque part dans le bâtiment. Surpris, j'ai regardé l'écran des caméras de sécurité et vu quelqu'un marcher dans le couloir, se dirigeant directement vers mon bureau. La démarche était déterminée, comme si cette personne savait exactement où elle allait. Au début, j'ai pensé qu'un collègue était arrivé ridiculement tôt, alors je me suis tourné vers la porte pour l'accueillir mais personne n'est entré. Les poils de ma nuque se sont dressés. Je savais que quelque chose n'allait pas. Le bâtiment n'était pas très grand, alors j'ai décidé de fouiller les bureaux et les salles de stockage, mais je n'ai trouvé personne. Cependant, j'ai remarqué que la porte coupe-feu était fermée, ce qui était bizarre, car elle restait normalement ouverte. Je voulais vérifier les enregistrements, mais le système de sécurité était protégé par mot de passe, et je ne l'avais pas. Je suis donc retourné à mon poste, complètement tendu, incapable de chasser cette image de mon esprit. Cette démarche résolue, ce silence total, quelque chose n'allait vraiment pas. Quand mon remplaçant est arrivé, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Honnêtement, à ce moment-là, je pensais avoir peut-être imaginé tout ça, ou qu'il y avait une explication logique. Mon responsable et ma collègue ont vérifié les enregistrements après mon départ. Plus tard dans la journée, j'ai appelé mon manager, curieux de savoir ce qu'ils avaient trouvé. Il m'a dit que l'enregistrement montrait bien la porte coupe-feu se fermer, puis l'image se figeait pendant 1 heure entière. La prochaine chose enregistrée sur la vidéo était moi rouvrant la porte. Je n'ai jamais trouvé d'explication à ce qui s'est passé cette nuit-là. Pas de coupure de courant, pas de dysfonctionnement connu. Cette silhouette et cette démarche me hantent encore aujourd'hui. Lors d'un projet de test de conduite longue distance, mon équipe et moi avons enregistré des milliers de kilomètres de vidéos en haute résolution, de jour comme de nuit. Les trajets nocturnes étaient souvent inquiétants à cause de la faune sauvage qui surgissait parfois de nulle part. Pourtant, une nuit en particulier a marqué tout le monde par son étrangeté. Nous roulions sur une route isolée traversant une zone forestière dense, loin de toute ville. L'absence totale d'éclairage public rendait l'environnement oppressant, chaque ombre projetée par les phares semblant bouger et prendre vie. À un moment donné, 2 de nos voitures de test se sont arrêtées sur le bas-côté pour vérifier un problème technique détecté par leurs systèmes embarqués. Pendant que l'équipe effectuait des inspections mécaniques, les caméras à 360 degrés des voitures continuaient d'enregistrer, comme à chaque arrêt. Depuis notre poste de contrôle mobile, je surveillais les flux vidéo en direct sur plusieurs écrans. Mon attention a été soudainement attirée par une forme étrange visible sur la caméra latérale de l'une des voitures. Une masse sombre se tenait immobile sur le bord de la route, à la limite de la lumière projetée par les phares. Elle semblait mesurer environ 7 pieds de haut, avec une silhouette verticalement allongée, sans détail distinct ni contour net. Aucun visage, aucun membre visible, juste une ombre imposante. Sa surface paraissait ondulée, comme un mirage thermique au-dessus d'une route chauffée par le soleil, bien que la nuit soit fraîche et humide. Alors que je continuais à observer, la masse a soudainement bondi dans la direction de l'une des voitures stationnées. Son mouvement était rapide et fluide,
comme si elle glissait sur le sol sans effort, ignorante des lois de la gravité. Son déplacement était si net que j'ai instinctivement alerté l'équipe sur le terrain par radio. Avant même qu'ils ne puissent réagir, la chose avait disparu. Juste avant d'atteindre le véhicule, elle s'était effacée dans l'obscurité comme si elle n'avait jamais existé. Dès que la situation a semblé stabilisée, nous avons procédé à une analyse approfondie des enregistrements. Les images étaient nettes, et le phénomène était clairement visible. Nous avons ralenti la vidéo, appliqué des filtres d'amélioration et tenté de distinguer des détails qui auraient pu nous échapper en temps réel. Rien ne correspondait à quoi que ce soit de connu. Ce n'était ni un animal, ni un jeu de lumière, ni une défaillance technique apparente. L'anomalie était parfaitement capturée par plusieurs angles de vue, mais son origine restait indéterminée. Nous avons également vérifié les capteurs thermiques et les scanners de mouvement des véhicules. Étrangement, ils n'avaient rien détecté. Aucune signature de chaleur corporelle, aucun mouvement enregistré par les détecteurs infrarouges. Tout indiquait que la route était vide, alors même que les vidéos montraient clairement cette chose se tenant là et se déplaçant à grande vitesse. À la fin de la mission, les images ont été archivées avec le reste des données collectées, mais cet incident continue de circuler dans les discussions au sein de l'équipe. Personne n'a jamais pu fournir d'explications convaincantes. Certains ont proposé des théories allant d'une erreur visuelle à un phénomène naturel méconnu, mais aucun de ces scénarios ne correspondait à ce que nous avions enregistré cette nuit-là. Malgré nos nombreuses heures de vidéosurveillance sur d'autres routes, nous n'avons jamais rencontré quelque chose de semblable depuis ce jour. Cette silhouette reste une énigme gravée dans nos mémoires. J'ai longtemps hésité à raconter cette histoire. Rien que d'y repenser, j'en ai encore les mains tremblantes en tapant ces mots. Il y a quelques années, je travaillais comme agent de sécurité sur un ancien site industriel en cours de rénovation, transformé en locaux commerciaux. Mon travail consistait à surveiller le site depuis une cabine métallique de sécurité, une sorte de conteneur de chantier avec un bureau, 3 chaises, et quelques moniteurs de surveillance connectés à des caméras dispersées autour du site. Les nuits étaient généralement calmes. Le pire que j'avais à gérer était quelques adolescents cherchant un endroit pour fumer ou boire en cachette. Rien de particulièrement excitant, jusqu'à cette nuit-là. Je faisais ma routine habituelle, jouant sur mon téléphone pour passer le temps, entrecoupé de patrouilles régulières autour du site. Vers minuit, je suis retourné dans la cabine pour me faire une tasse de thé et regarder les écrans de surveillance. En versant l'eau bouillante, un mouvement sur l'un des écrans a attiré mon attention. Je me suis figé. À première vue, cela ressemblait à un tas de sacs poubelles abandonnés, comme si quelqu'un avait déposé des déchets illégalement. Puis ça a bougé. Tout mon corps s'est figé, et une vague glaciale m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas un tas de sacs poubelles. C'était vivant. La chose était immense, squelettique, probablement plus de 2 mètres de haut. Son corps était maigre, comme dépourvu de chair, ses membres éraflés et déformés. Ses jambes longues et osseuses pliaient de manière inhumaine tandis qu'il scutait lentement près du périmètre du site, dans l'ombre des bâtiments abandonnés. Ses bras où elle était immense, membraneux, et semblaient pulsants, comme si quelque chose bougeait en dessous. Son visage était encore pire, 2 énormes yeux noirs sans paupières, petites oreilles pointues perchées au sommet de sa tête et sa mâchoire tremblante, produisant un claquement rapide de dents comme une créature prise d'un frisson incontrôlable. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit d'aussi dérangeant. Mon cerveau tentait désespérément de trouver une explication rationnelle, mais rien de connu ne correspondait. Puis ça a tourné la tête. La créature a fixé directement la caméra, comme si elle me voyait, bien que la caméra soit située à plus de 30 mètres sur un lampadaire, juste à côté de la cabine où je me trouvais. Je n'avais jamais ressenti une peur aussi viscérale. Son regard semblait conscient, intentionnel. Je ne pouvais pas bouger ni respirer, paralysé par la terreur. D'un coup sec, ses bras démesurés se sont étendus, révélant une envergure grotesque, puis la chose a bondi en l'air et s'est envolée dans un mouvement fluide, disparaissant dans la nuit silencieuse. Je me suis effondré sur la chaise, tremblant, horrifié, mon esprit refusant d'accepter ce que je venais de voir. J'ai hurlé dans mon talkie-walkie appelant la police,
incapable d'expliquer ce que j'avais vu sans avoir l'air fou. La police est arrivée 10 minutes plus tard, bien que cela m'ait semblé durer une éternité. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont ri, pensant que j'étais saoul ou drogué. Ils ont refusé de me ramener chez moi, alors j'ai appelé un taxi, incapable de rester une minute de plus sur ce site. Avant de partir, j'ai contacté mon superviseur pour lui dire que je démissionnais sur le champ. Il m'a répondu avec indifférence, disant que si je quittais mon poste, je ne serais pas réembauché. Je n'en avais rien à faire. Rien ne m'aurait convaincu de rester. Une semaine plus tard, curieux et encore hanté, j'ai appelé Jason, l'un de mes anciens collègues, pour savoir s'ils avaient vérifié les enregistrements vidéo. Sa réponse m'a glacé le sang. Jason m'a dit qu'il avait regardé les images, et qu'après les avoir revues encore et encore, il avait rendu son badge de sécurité le jour même. Il n'a jamais voulu me dire ce qu'il avait vu, et je n'ai pas insisté. Le site est devenu un parc industriel moderne, des bureaux et des entrepôts construits à l'endroit où cela s'était produit. Je ne suis jamais retourné là-bas. Personne n'a jamais parlé d'autres apparitions étranges, et je n'ai jamais demandé. Je ne veux pas savoir. Ce que j'ai vu cette nuit-là ne quitte jamais mes pensées, et je prie chaque jour de ne jamais le revoir. Mon frère et sa belle famille possèdent un pub. Une nuit, tous les alarmes de sécurité se sont déclenchées en même temps. C'était très étrange, car généralement, lorsqu'un cambrioleur déclenche une alarme, il attrape un objet de valeur et prend la fuite immédiatement. Pour que toutes les alarmes sonnent, il fallait soit un groupe entier courant dans le pub, soit une personne totalement indifférente aux alarmes. Mon frère a immédiatement appelé la police et s'est précipité sur place. En arrivant, il a vu que l'une des portes vitrées de l'entrée avait été brisée. Un énorme rocher plus gros qu'un ballon de basket était posé sur le sol à l'intérieur. Une des zones du bar avait clairement été fouillée, et une caisse de sécurité contenant de l'argent avait disparu. Il a bloqué l'entrée pour empêcher qui que ce soit de rentrer ou sortir, puis attendu la police. Les agents sont arrivés et ont fait une inspection complète du bâtiment, mais n'ont trouvé personne. Ils ont alors consulté les enregistrements des caméras de surveillance, et la vérité est apparue. Sur la vidéo, on voit un homme ivre titubant vers la porte du pub, tenant un énorme rocher au-dessus de sa tête. Sans la moindre hésitation, il jette la pierre à travers la vitre, brisant complètement la porte d'entrée. L'alarme se déclenche immédiatement, mais il ne semble ni remarquer ni s'en soucier. Avec toute la lenteur et la nonchalance du monde, il entre dans le pub, se dirige vers le bar et ouvre le frigo. Il prend une bouteille de cidre, la boit sur place, et la repose soigneusement sur le comptoir comme si de rien n'était. Puis, il commence à explorer tranquillement les environs, tombe sur une caisse de sécurité contenant plusieurs milliers de dollars provenant d'un concours de pronostics sportifs, et la pose sur le bar. Comme si cela ne suffisait pas, il attrape une bouteille de Jack Daniels et quitte calmement le pub, portant le coffre et la bouteille sous le bras, sans jamais se presser. La police l'a retrouvé quelques heures plus tard à la gare. Il dormait paisiblement sur un banc, le coffre brisé et l'argent dans ses poches. À côté de lui, il y avait une poubelle contenant la bouteille vide de Jack Daniels. Je suppose qu'en état d'ébriété avancée, cet homme pensait avoir réussi le cambriolage du siècle, alors qu'en réalité, il n'avait aucune chance. L'audace et la maladresse de cette scène restent à ce jour l'un des événements les plus absurdes que mon frère ait jamais connus dans son pub. Je travaille dans un magasin de détail, et pendant un certain temps, j'ai aussi assuré la sécurité en raison du manque constant de personnel dans ce département. Bien que ce ne soit pas officiellement mon rôle, le manager me préparait à une promotion, alors il m'a demandé de surveiller les caméras de temps en temps. Un jour, nous devions examiner des enregistrements de surveillance nocturne après un incident mineur signalé par l'équipe du matin. J'étais installé dans la petite salle de contrôle, parcourant les séquences filmées, quand je suis tombé sur quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Il était environ 2h15 du matin. Le magasin était désert, à part un jeune homme, probablement un adolescent, qui errait calmement dans les rayons. Il portait un chapeau et des lunettes, et semblait être un client comme les autres.
Il tenait un panier à moitié rempli de quelques articles anodins, des collations, une bouteille d'eau et un t-shirt plié. Tout à coup, sans aucune raison apparente, il s'est arrêté au milieu d'un rayon. Il a soigneusement posé son panier par terre, comme s'il voulait éviter de renverser son contenu. Ensuite, il a lentement retiré son chapeau, plié la visière avec une précision presque rituelle, et l'a posé sur une étagère voisine. Il a fait de même avec ses lunettes, les plaçant juste à côté du chapeau. Puis, sans un mot, sans hésitation, il a pris de l'élan et s'est jeté tête la première contre le mur en face de lui. Le choc a été si brutal que je me suis instinctivement reculé de l'écran. Mais ce n'était pas fini. Groggy mais déterminé, il s'est redressé lentement, du sang commençant à couler de son nez et de son arcade sourcilière. Ses mains tremblaient légèrement, mais son expression restait complètement neutre, presque absente. Il a pris quelques respirations profondes, puis s'est jeté de nouveau contre le mur, cette fois avec encore plus de force. Le bruit de l'impact résonnait clairement à travers les enceintes de surveillance. Il a répété ce geste une troisième fois. Le dernier impact l'a laissé vacillant, presque incapable de se tenir debout. Son visage était maintenant une masse de sang et d'ecchymose, et pourtant il n'a toujours montré aucun signe de douleur ou de panique. Avec une précision glaciale, il a ramassé son chapeau, l'a remis sur sa tête d'un geste presque respectueux, puis a ajusté ses lunettes ensanglantées. Enfin, il a pris son panier, comme si rien ne s'était passé, et a quitté calmement le magasin en direction de la sortie. Je suis resté figé devant l'écran, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Pas de vol, pas de crise évidente, juste ce comportement inexplicable et dérangeant. Aucun signalement de blessé n'a été fait ce matin-là. Nous avons revérifié toutes les caméras extérieures, il avait disparu dans la nuit, sans laisser de traces. J'ai partagé la séquence avec le manager, mais il n'a pas su quoi en penser non plus. Aucun membre du personnel ne l'avait vu entrer ni sortir. Il y a une dizaine d'années, je travaillais dans la salle de contrôle d'une prison du comté. Mon travail consistait à superviser toutes les portes automatisées et les caméras de sécurité à l'intérieur de l'établissement. Nous suivions les officiers pénitentiaires lorsqu'ils faisaient leur tour de contrôle, notamment dans les zones de détention spéciale, où chaque cellule individuelle était équipée d'une caméra de surveillance. Les vérifications de routine étaient généralement ennuyeuses et répétitives. Après le déjeuner, les officiers faisaient toujours une première ronde pour s'assurer que tout était en ordre. Nous les suivions caméra par caméra, vérifiant chaque cellule pendant que l'agent marchait dans le couloir. Ce jour-là, tout semblait normal au début. Des détenus à moitié nus mangeant leur sandwich, allongés sur leurs lits inconfortables, ou assis près des toilettes métalliques. Rien de surprenant, juste une journée ordinaire en détention. Jusqu'à la 6e ou 7e cellule. Lorsque l'image de la caméra est apparue, le sang m'a frappé immédiatement. Il y en avait partout. Sur le lit, dans l'évier, dans la cuvette des toilettes, sur les murs, et sur le sol. Chaque surface visible était recouverte de rouge, comme une scène de crime chaotique. Et pourtant, le détenu était toujours debout, hurlant quelque chose d'incompréhensible vers la porte de sa cellule. En panique, nous avons activé l'interphone pour entendre ce qu'il disait, pendant que l'agent pénitentiaire sur place s'approchait prudemment. Sa voix était démente, pleine de rage et de désespoir. Il hurlait « Je n'en ai plus besoin. Je ne le reverrai jamais. Alors prenez-le. » Puis, il a lancé quelque chose vers la porte métallique, à travers l'ouverture utilisée pour faire passer les plateaux repas. Il avait jeté son propre pénis. Je suis resté paralysé, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Mon cerveau refusait d'accepter la réalité. L'objet reposait là, inanimé sur le sol, au milieu d'une flaque de sang, tordue et horriblement reconnaissable. Le détenu avait cassé son plateau repas, utilisant un morceau de plastique tranchant comme arme improvisée. Avec une détermination morbide, il s'était mutilé, se sectionnant le sexe. Sa logique déraisonnée était simple, il n'en aurait plus besoin, puisqu'il allait être condamné à la prison. L'agent pénitentiaire a immédiatement donné l'alerte, et une équipe médicale est arrivée en urgence.
Ils ont immobilisé le détenu qui continuait de hurler de douleur et de rage, tandis qu'il tentait de stopper l'hémorragie. Une ambulance a été appelée pour le transférer d'urgence à l'hôpital. Plus tard, en consultant son dossier, nous avons découvert l'ironie tragique de la situation. Ces accusations n'étaient pas aussi graves qu'il le pensait. Il risquait au maximum 2 ans de prison, une peine relativement légère. Son acte irréversible avait été complètement inutile et tragiquement évitable. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir, repassant en boucle ces images cauchemardesques. Même aujourd'hui, une décennie plus tard, je me souviens encore de chaque détail, le sang, ses hurlements déchirants, et le bruit sourd de ce qu'il avait jeté à travers l'ouverture métallique. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé de nuit dans un centre d'hébergement pour hommes sans abri. Une bonne partie des résidents réguliers souffraient de troubles mentaux ou de dépendance à la drogue. Il y avait souvent des bagarres et, parfois, des agressions graves, mais dans l'ensemble, la plupart des gens se comportaient correctement et beaucoup étaient fondamentalement de bonnes personnes. Bien que j'ai reçu de nombreuses menaces, aucune n'a jamais été mise à exécution. Une nuit, en arrivant pour mon service, j'ai remarqué une présence policière bien plus importante que d'habitude. En entrant dans notre bureau, l'officier responsable a immédiatement commencé à me poser des questions sur un résident nommé Richard. Il voulait savoir si j'avais remarqué un comportement étrange de sa part ces derniers temps. Je n'avais rien remarqué d'inhabituel et je le leur ai dit. En consultant la liste des dortoirs, j'ai vu que son nom était marqué comme ne résidant plus au centre. Cela m'a paru bizarre, car il était là depuis longtemps et n'avait jamais mentionné vouloir partir. Les policiers sont repartis sans m'expliquer grand-chose, sauf qu'ils avaient besoin des images de surveillance de 2 caméras spécifiques de la nuit précédente. Je n'avais pas travaillé cette nuit-là et mon collègue habituel ne s'était pas présenté non plus. Nous étions les seuls, à part notre manager en vacances à ce moment-là, à savoir comment graver les images sur un DVD. J'ai passé le reste de ma garde sous le choc. Quand j'ai enfin trouvé les enregistrements qu'il cherchait, j'ai ressenti un profond malaise. Richard était sorti sur le balcon fumeur du 2e étage, avait terminé une cigarette, était monté sur la rambarde et s'était jeté tête la première sur le ciment en contrebas. La première caméra, située au 2e étage, montrait son saut. Mais les images captées par la 2e caméra, au rez-de-chaussée, étaient bien plus terrifiantes. Il avait atterri tête la première et son corps s'était retourné d'une manière macabre, ses yeux fixant directement l'objectif de la caméra tandis qu'il agonisait. J'ai rapidement transféré les images sur un DVD avant de courir aux toilettes pour vomir. Le lendemain, on m'a accordé un jour de congé. Pas de soutien psychologique, pas de suivi. Rien. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Richard était quelqu'un de bien, du moins d'après ce que je savais de lui. Il avait ses problèmes mentaux, comme beaucoup d'autres, mais personne n'avait jamais soupçonné qu'il était suicidaire, ni compris ce qui avait pu le pousser à commettre un tel acte. Il y a quelques années, je travaillais à temps partiel en surveillance vidéo pour une galerie d'art. C'était un boulot sous contrat horaire strict, et je devais atteindre un quota précis chaque semaine, sinon je risquais de perdre mon contrat. Le problème, c'est que la galerie était fermée les week-ends, mes seuls jours de disponibilité pour rattraper les heures manquantes. Un jour, j'ai dû aller travailler alors que j'étais malade comme un chien. Fièvre, frissons, maux de tête, et un seau à portée de main, juste au cas où. Malgré tout, je devais être là. Transpirant à grosses gouttes, je fixais les écrans de surveillance, essayant de tenir jusqu'à la fin de mon quart. C'est là que ça s'est produit. Sur l'écran principal, couvrant la galerie inférieure, quelque chose d'étrange a attiré mon attention. Une masse noire et visqueuse commençait à ramper lentement sur le sol en briques, glissant et se tordant comme un liquide vivant. Je suis resté figé, incapable de détourner le regard. La chose s'est étalée sur une grande partie du sol, remontant les murs, jusqu'à former un cercle parfait au centre de la pièce. Puis, lentement, elle s'est redressée. Elle a pris la forme d'une silhouette humaine, mais étirée et distordue, avec des bras maigres et interminables. Son visage était lisse, sans traits, juste du vide noir.
À ce moment-là, elle a levé la tête et semblait fixer la caméra directement dans ma direction. Puis, en un éclair, elle s'est effondrée, fondant comme une flaque de goudron liquide, et a glissé violemment vers le couloir qui menait à mon bureau. Je me suis mis à hurler comme jamais auparavant, paralysé par la peur. Et ensuite j'ai vomi. Quelques minutes plus tard, ma patronne est arrivée, probablement alertée par mes cris inhumains. Elle m'a trouvé blême, tremblant, et hors d'haleine, agrippé à mon bureau comme si ma vie en dépendait. Après avoir vérifié que je n'étais pas en train de mourir, elle m'a renvoyé chez moi sur le champ, insistant pour que je ne remette plus les pieds au travail malade. Bien sûr, il s'est avéré que rien de tout cela n'était réel. Aucune silhouette, aucune masse noire. C'était juste une hallucination due à la fièvre, une création distordue de mon cerveau malade. Les enregistrements vidéo n'ont montré aucune anomalie. Juste moi, pâle comme un fantôme, hurlant dans le vide, avant de m'effondrer à moitié sur mon bureau. Depuis ce jour, cette silhouette cauchemardesque est restée gravée dans ma mémoire. Ironiquement, je l'ai même utilisée dans certaines de mes œuvres artistiques, transformant cette hallucination terrifiante en motif récurrent dans mes créations. La seule chose que je ne peux pas expliquer, c'est à quel point cette vision semblait réelle. Même aujourd'hui, je me souviens encore des détails, de la façon dont elle bougeait, de sa présence oppressante et du regard vide qu'elle avait quand elle a levé la tête vers la caméra. Il y a quelques années, je travaillais dans la prévention des pertes pour un grand magasin de détail. Mon travail consistait principalement à surveiller les caméras, attraper les voleurs à l'étalage et gérer divers incidents. Mais l'un des événements les plus troublants que j'ai vécu reste gravé dans ma mémoire. Un jour, une femme a été arrêtée dans le magasin pour comportement indécent en public. Mon manager m'a demandé de remonter les images de surveillance pour comprendre ce qui s'était passé avant l'intervention de la police. Je m'attendais à un incident classique d'ivresse ou de vol, mais ce que j'ai découvert était bien pire. Les enregistrements montraient la femme arrivant sur le parking en voiture, zigzagant dangereusement, manquant de percuter plusieurs véhicules avant de se garer maladroitement. Dès cet instant, quelque chose semblait déjà anormal. Elle est sortie du véhicule, accompagnée de 2 jeunes enfants, visiblement âgés de 6 à 8 ans. En regardant de plus près, il était évident qu'ils souffraient tous deux de handicaps mentaux. Leur comportement hésitant et leur manière de se tenir par la main trahissaient une peur presque instinctive. Dès son entrée dans le magasin, la femme a commencé à les maltraiter. Elle les tirait violemment par les bras, leur hurlait dessus, et n'hésitait pas à leur donner des claques au visage ou à leur tirer les oreilles lorsqu'ils n'obéissaient pas assez vite à ses ordres. Le personnel présent sur le sol devant n'avait pas remarqué tout cela à ce moment-là, mais sur les images, c'était glaçant. Puis, sans aucune raison apparente, elle les a abandonnés dans le rayon des vêtements pour enfants. Les 2 petits sont restés immobiles, comme s'ils avaient appris à attendre en silence, paralysés par la peur de faire quoi que ce soit qui pourrait la contrarier. Pendant ce temps, la femme a traversé la zone réservée au personnel, franchissant les portes interdites menant à l'arrière du magasin, près de la sortie de secours. Je suppose qu'elle pensait être dans une salle de bain, car sans aucune gêne, elle a baissé son pantalon et a déféqué juste devant la porte de secours. Pas de honte, pas de précipitation. Ce qui m'a frappé, c'est son calme après cet acte répugnant. Elle s'est simplement relevée, a remonté son pantalon sans même s'essuyer et est retournée dans les rayons comme si de rien n'était. Une employée du magasin avait été témoin de la scène à distance et l'avait discrètement suivie avant d'alerter un officier de police qui se trouvait heureusement dans le magasin à ce moment-là. L'arrestation a été rapide. Elle était clairement sous l'influence de l'alcool, de drogue ou des deux. Mais le détail le plus troublant reste la totale indifférence de cette femme envers les enfants. Lors de son interpellation, pas une seule fois elle n'a mentionné leur existence. Pas un cri, pas un regard, rien. Ce n'est qu'en continuant de visionner les enregistrements que j'ai vu les 2 enfants, toujours immobiles à côté du chariot abandonné, terrifiés, mais dociles, attendant qu'on leur dise quoi faire. Ils étaient seuls depuis presque 1 heure avant que quelqu'un ne se rende compte qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Les services de protection de l'enfance ont été appelés et ont pris en charge les 2 petits après l'arrestation de la femme.
Je ne sais pas ce qui leur est arrivé par la suite. Mais souvent, quand je repense à cette journée, ce sont leurs visages qui me hantent. Ces enfants n'ont jamais pleuré, n'ont jamais fait de crise, ils avaient l'air d'avoir accepté que la vie soit simplement ainsi, violente, imprévisible et froide. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme maître de port dans une petite marina paisible, un endroit habituellement tranquille où les plaisanciers venaient se détendre et profiter du calme de la mer. C'était un boulot routinier, surtout en basse saison, vérifier les quais, attribuer les emplacements, et, de temps en temps, gérer des situations inattendues. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé cette nuit-là. Tout a commencé un matin, lorsque l'un des pêcheurs réguliers m'a signalé un bateau amarré au bout du quai principal. C'était un vieux voilier, usé mais encore solide, le genre de bateau qu'un marin expérimenté aurait pu restaurer avec soin. Ce qui était étrange, c'était l'absence totale d'activité à bord. Pas de signe de vie, pas de lumière, pas de mouvement. Je me suis approché pour inspecter, pensant que le propriétaire était peut-être simplement parti faire des courses en ville. À bord, tout semblait en ordre. Les amarres étaient solidement attachées, et l'intérieur du bateau était soigneusement rangé. Pas de désordre, pas d'indice de départ précipité. Son sac de voyage était là, ouvert, avec quelques vêtements pliés à l'intérieur. Un carnet de bord reposait sur la petite table de navigation, mais les dernières pages étaient vierges. Aucun message, aucune note. Après plusieurs heures sans nouvelles, j'ai décidé de consulter les enregistrements des caméras de surveillance de la marina. Peut-être que cela me donnerait une idée de ce qui s'était passé. J'ai remonté le temps jusqu'à la première nuit où le bateau était arrivé. Les images étaient étrangement nettes pour une nuit aussi sombre. À 23h47 précisément, le voilier avait tranquillement glissé dans le port, guidé par un homme seul. Il portait une veste marine sombre et un bonnet, mais même à travers l'écran, il y avait quelque chose de curieusement absent dans son comportement. Pas de gestes inutiles, pas d'hésitation. Il avait amarré son bateau avec une précision presque mécanique, comme s'il avait fait cela des centaines de fois. Puis il s'était tenu immobile à l'arrière du bateau, les mains dans les poches, fixant l'eau noire. Il était resté ainsi pendant presque 2 heures. Pas un seul mouvement, pas même un changement de posture. Juste lui et l'eau. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir un malaise croissant. C'était comme regarder une scène figée, hors du temps. Puis, à exactement 1h30 du matin, sans aucun signe annonciateur, il a fait un pas en arrière, franchissant le bord du bateau. Il est tombé droit dans l'eau, sans un cri, sans un mouvement de panique. Le choc de son corps frappant l'eau a provoqué quelques éclaboussures, mais après cela, plus rien. L'eau s'est refermée sur lui comme si de rien n'était. J'ai figé l'image, espérant le voir réapparaître à la surface. Mais il n'est jamais remonté. L'eau est restée calme, indifférente. Pendant de longues minutes, j'ai scruté l'écran, espérant un signe, un mouvement, mais il n'y avait que le silence glacé de cette nuit sans lune. Nous avons immédiatement signalé l'incident aux gardes-côtes et à la police maritime. Une vaste opération de recherche a été lancée. Des plongeurs ont exploré les eaux sombres autour du port pendant plusieurs jours, sans trouver la moindre trace de lui. Pas de corps, pas de vêtements, rien. J'ai travaillé pendant environ 1 an dans un hôpital psychiatrique judiciaire géré par le gouvernement. Pour être clair, c'était l'asile pour criminels, des personnes ayant commis des crimes graves mais considérées comme mentalement irresponsables. Ils étaient là soit pour une évaluation psychiatrique légale, soit pour suivre un traitement après une plaidoirie réussie pour cause de folie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces patients ne sont pas remis en liberté après un tel verdict. Ils finissent dans des établissements sécurisés comme celui où je travaillais. Bien que je fasse principalement des soins directs aux patients, je prenais parfois des quarts de nuit dans le centre de contrôle, où je surveillais les caméras de sécurité, contrôlais les portes verrouillées et gérais les alertes. Nos patients à haut risque avaient des caméras dans leur chambre, activées en cas de danger potentiel. Voici quelque chose d'étrange que j'ai vu pendant ces quarts de nuit. Certaines étaient juste dérangeantes, d'autres inexplicablement troublantes, même avec mes connaissances professionnelles.
Une des scènes les plus frappantes, bien que techniquement courante, était de voir des patients en pleine conversation avec ce que nous appelions des autres invisibles. C'était le terme officiel, car ces patients souffraient souvent de schizophrénie sévère. Parfois, ils gesticulaient violemment, pleuraient ou souriaient à quelque chose que seuls pouvaient voir. Même en sachant rationnellement que c'était le fruit de troubles psychiatriques, il y avait quelque chose de dérangeant à les voir parler à l'obscurité dans leur chambre silencieuse, en pleine nuit, le tout capté sur des caméras à vision nocturne. Cela donnait à ces scènes un aspect surnaturel qu'il était difficile d'ignorer. Un autre incident marquant impliquait un patient extrêmement violent, mis en contention complète après avoir agressé un autre patient plus tôt dans la journée. Il était attaché à un lit médical en plastique lourd, qui n'était pas fixé au sol afin qu'il puisse être repositionné si nécessaire. Une nuit, alors qu'il était seul dans sa chambre, il a commencé à se débattre violemment, hurlant et se tordant avec une force démesurée. À un moment donné, il a réussi à retourner complètement son lit sur lui-même, un exploit que personne ne pensait physiquement possible dans son état et malgré les sangles. Nous avons dû intervenir rapidement parce que certaines de ses contentions s'étaient détachées dans le chaos. L'équipe a été forcée de remettre le lit en place tout en le maîtrisant. Une injection intramusculaire de halopéridol et d'Ativan a été administrée immédiatement après. C'était l'un de ces moments où l'adrénaline prenait le dessus, mais après coup, c'était inquiétant de se rendre compte à quel point la force humaine sous crise peut être imprévisible. Un autre patient était obsédé par la peinture, mais pas de la manière habituelle. Une nuit, il a commencé à peindre les murs de sa chambre avec ses propres excréments, créant des motifs étranges sur les surfaces. Dans ce genre de situation, nous n'intervenions pas immédiatement, à moins qu'il ne soit en danger. Tout dans sa chambre était conçu pour être nettoyé facilement. Une fois qu'il avait fini, nous devions enfiler des combinaisons de protection et le maîtriser pour le nettoyer de force. Cela semblait complètement irréel, mais c'était juste une journée de plus au boulot. Enfin, l'un des incidents les plus dérangeants que j'ai jamais vu s'est produit au milieu d'une nuit sans histoire. Je surveillais les caméras quand j'ai vu un patient s'allonger sur le sol de sa cellule. Au début, rien de spécial. Puis, il a soulevé ses jambes au-dessus de sa tête, les ramenant vers son visage dans une position impossible et a commencé à uriner dans sa propre bouche. Je suis resté pétrifié, totalement incapable de réagir pendant un instant. Cela semblait irréel, mais c'était vrai. Il n'a pas crié, pas pleuré, il semblait étrangement calme, comme si c'était un acte parfaitement naturel pour lui. Travailler dans cet environnement était épuisant mentalement et émotionnellement dérangeant, mais c'était aussi éducatif. Chaque patient avait sa propre histoire tragique et ses démons personnels, qui se manifestaient de façon parfois absurde, parfois effrayante et souvent incompréhensible. Bien que j'ai quitté cet emploi il y a des années, ces images restent gravées dans ma mémoire. Ces nuits sombres, devant les écrans de surveillance, à observer des âmes torturées, m'ont fait réaliser à quel point l'esprit humain peut être à la fois fascinant et terrifiant. Je ne regretterai jamais d'avoir travaillé là-bas, mais je ne retournerai jamais dans un tel environnement. Une fois suffit. Mon patron possède plusieurs magasins de détail où je travaille, ainsi qu'un magasin de crème glacée situé sur une rue commerçante du centre-ville. Un jour, j'ai eu affaire à l'un des clients les plus dérangeants que j'ai jamais vus. C'était un homme grand et massif, portant des bottes de combat et un long manteau en cuir. Il avait aussi une perruque rouge vif, du rouge à lèvres d'écarlate et du fard à joues étalé sur ses joues. Étant une femme lesbienne avec un cercle d'amis très diversifié, son apparence ne me dérangeait pas du tout. Ce qui m'a mise mal à l'aise, c'était son comportement. Il faisait semblant de regarder les vêtements, ses mains passant mécaniquement à travers les portants, mais ses yeux étaient rivés sur moi, fixes, perçants, sans jamais cligner. Il me suivait du regard à chaque déplacement, à travers toute la boutique, tout en simulant un client normal. À ce moment-là, il y avait d'autres clients dans le magasin, alors je suis resté professionnel tout en lui lançant un regard avertissant et vigilant, lui montrant que je le surveillais. Finalement, après quelques minutes tendues, il a quitté la boutique sans rien acheter. Encore mal à l'aise, j'ai appelé notre autre magasin pour les prévenir. Mon collègue m'a dit qu'il était aussi passé chez eux,
faisant exactement la même chose, feindre de fouiller les vêtements tout en fixant intensément l'employé derrière le comptoir. Il l'avait aussi repéré et surveillé jusqu'à ce qu'il parte. Plus tard, nous avons découvert qu'il était également passé dans une boutique voisine, adoptant le même comportement inquiétant avant de repartir. Mais notre employé du magasin de crème glacée, une jeune fille de 18 ans travaillant seule ce jour-là, a vécu bien pire. Mon patron, informé de l'incident, a revérifié les caméras de sécurité et m'a permis de voir les enregistrements. Ce que j'ai vu était profondément troublant. L'homme étrange est entré dans le magasin de crème glacée, mais au lieu de s'approcher du comptoir comme un client normal, il s'est caché derrière l'un des congélateurs pendant quelques instants, semblant attendre le bon moment. Puis, il s'est avancé lentement vers la jeune fille derrière le comptoir. Arrivé à quelques mètres d'elle, il a brusquement écarté son long manteau. Il ne portait rien d'autre qu'un soutien-gorge blanc, avec les parties des tétons découpées, laissant dépasser ses seins masculins flasques. Son entrejambe semblait recouvert de lingerie blanche, mais aucune bosse visible n'apparaissait à la caméra, ce qui rendait l'ensemble encore plus dérangeant. Alors qu'il s'avançait, il a commencé à frotter ses tétons de manière agressive, ses yeux fixés sur elle, sans jamais dire un mot. La jeune fille est restée figée, terrifiée, la bouche ouverte, incapable de comprendre ce qui se passait. La panique a pris le dessus après quelques secondes d'hésitation, et elle a hurlé quelque chose en attrapant le téléphone pour appeler la police. L'homme n'a jamais parlé ni réagi à ses cris. Il est resté là, immobile, la fixant intensément, pinçant ses tétons, sans émotion apparente. Après une longue minute de silence tendu, il a tourné les talons et s'est enfui précipitamment par la porte. La police est arrivée rapidement, mais il était déjà parti. Ils ont fouillé le quartier, mais n'ont jamais pu le retrouver. Aucune autre plainte similaire n'a été signalée par la suite. Cet incident nous hante encore, surtout pour la jeune employée, qui a eu énormément de mal à revenir travailler après cette rencontre terrifiante. Depuis, des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place dans tous nos magasins, y compris des équipes en binôme obligatoires et des alarmes de panique sous le comptoir. Nous n'avons jamais revu cet homme, et son comportement reste l'un des épisodes les plus effrayants que nous ayons vécus dans nos magasins. Ce jour-là, nous avons réalisé à quel point un simple quart de travail pouvait virer au cauchemar en un instant. Il y a quelques années, j'ai eu un emploi étrange et dérangeant, examiner des images de caméras cachées dans une usine de fabrication de pâtes alimentaires. Mon rôle était de découvrir qui sabotait la production. Des objets dangereux comme du verre, des vis, des agrafes et même des clous avaient été trouvés dans les produits, et il était clair que cela ne pouvait pas être accidentel. Heureusement, rien de tout cela n'était jamais sorti de l'usine grâce aux détecteurs de métaux installés en fin de chaîne. Ces dispositifs étaient destinés à capter les petites particules métalliques qui peuvent se détacher des machines, ce qui arrive parfois dans ce type de production. Mais trouver des vis entières, des morceaux de verre et des objets pointus dépassait de loin un simple accident mécanique. Quelqu'un faisait ça volontairement. Quand on m'a embauché pour examiner les enregistrements, mon travail consistait à visionner des heures interminables de vidéos de surveillance. Ils avaient installé des caméras dans les zones où la contamination avait été le plus souvent signalée, la ligne de production principale et la zone d'emballage. Je devais passer les vidéos en accéléré, à la recherche de tout comportement suspect ou de tout moment où les machines s'arrêtaient brusquement. Les vidéos étaient un mélange bizarre de banalités industrielles et de scènes étranges. Je voyais des employés discuter, travailler, se chamailler parfois. Certains moments étaient presque drôles, d'autres carrément inquiétants. J'ai vu des gens s'endormir debout, d'autres faire des blagues douteuses et petit à petit, j'ai fini par identifier le saboteur. Mais ce n'était pas la chose la plus troublante. Ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'était une séquence apparemment sans rapport. Un jour, en visionnant une bande d'une journée précédente, j'ai remarqué un homme conduisant un chariot élévateur à travers l'usine. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'il avait son jeune fils avec lui. Le gamin, peut-être 6 ou 7 ans, était assis sur le côté du chariot, à moitié suspendu, s'accrochant aux barres métalliques et agitant la main en souriant à d'autres employés. Mon instinct m'a tout de suite alerté.
Avoir un enfant dans une usine comme celle-ci était déjà une violation flagrante des règles de sécurité, mais le voir suspendu sur un chariot élévateur en mouvement était terrifiant. J'ai ressenti un malaise profond en regardant ces images. Puis, quelques jours plus tard, j'ai entendu parler d'un accident tragique dans l'usine. Un enfant avait été tué dans un accident de chariot élévateur. Mon cœur s'est figé. Je savais avant même de demander que c'était ce gamin-là. L'homme qui le conduisait, son propre père, avait accidentellement tué son fils dans un moment d'inattention fatale. Je n'ai jamais vu les images de l'accident, et j'en suis reconnaissant. Mais savoir que j'avais vu ce gamin vivant, plein d'énergie, agitant la main avec un sourire insouciant et que j'avais assisté, sans pouvoir intervenir, à ce qui allait devenir une tragédie inévitable. Pendant longtemps, je me suis demandé, et si j'avais vu ces images plus tôt ? Si j'avais pu signaler ce comportement avant que l'accident ne se produise, l'administration aurait sûrement pris des mesures. Ils auraient suspendu le père, interdit l'accès à l'enfant. Peut-être que cela aurait tout changé. Peut-être que ce gamin serait encore en vie. Je travaille dans un entrepôt de nuit depuis plusieurs années. Mon boulot consiste à surveiller les caméras de sécurité et à m'assurer que tout se passe bien. Les nuits sont longues et monotones, et le silence oppressant de l'entrepôt donne souvent à l'endroit une ambiance étrange. Mais jusqu'à cette nuit, je n'avais jamais rien vu d'inhabituel. Tout a changé vers 3 heures du matin. Le parking était vide, comme d'habitude. Je regardais distraitement les écrans de surveillance quand soudain, l'une des caméras a capté un mouvement brusque. Un camion énorme est apparu à l'entrée du parking, arrivant à une vitesse folle, ses phares perçant l'obscurité. Il roulait si vite que j'ai cru qu'il allait percuter le mur du fond. Pourtant, il s'est arrêté net, sans le moindre bruit. Pas de crissement de pneus, pas de dérapage. Il s'est immobilisé comme s'il avait été tiré en arrière par une force invisible. J'ai froncé les sourcils en fixant l'écran. Le camion était ancien, couvert de boue et rouillé, sans plaque d'immatriculation visible. Quelque chose n'allait pas, mais je ne comprenais pas encore à quel point. Quelques secondes plus tard, la porte du conducteur s'est ouverte. Un homme en est sorti, vêtu d'une combinaison sombre et déchirée. Ses mouvements étaient étrangement fluides et mécaniques, presque inhumains. Et puis il s'est envolé. Pas comme quelqu'un qui grimpe sur un toit ou qui est tiré par un câble. Il a bondi dans le ciel à une vitesse fulgurante, disparaissant en une fraction de seconde. Il n'y a eu aucun bruit, aucun déplacement d'air, rien. Il était là un instant, et il n'y était plus. Je suis resté figé, la gorge sèche, essayant de trouver une explication logique. Mon cerveau ne parvenait pas à traiter ce que je venais de voir. J'ai vérifié les caméras à nouveau. Le camion était toujours là, immobile au milieu du parking. Mon souffle s'est accéléré et je me suis précipité dehors pour voir par moi-même. Le parking était désert. Le silence était écrasant, presque anormal. Le vent s'était arrêté, et l'air était glacial. Je me suis approché du camion à pas prudents, mes mains tremblantes. La cabine était vide, mais ce n'est pas ce qui m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de volant. Aucun siège, aucun tableau de bord, seulement des câbles arrachés et une odeur métallique esséurante qui me rappelait du sang rouillé. Mon estomac s'est noué. Je me suis précipité à l'intérieur de l'entrepôt et j'ai appelé la police et mon supérieur. Je savais que mon histoire semblait complètement insensée, mais je n'avais pas le choix. Quand ils sont arrivés, je leur ai montré l'enregistrement des caméras. Quand ils ont vu l'homme sortir du camion et s'envoler à une vitesse inimaginable vers le ciel, leurs visages sont devenus livides. Personne ne parlait. Finalement, l'un des agents a éteint le lecteur vidéo et a retiré la carte mémoire de la caméra. Ils ont dit que c'était désormais une affaire classée et que je devais oublier ce que j'avais vu. Mon patron a reçu l'ordre de ne jamais parler de cet incident, et on m'a clairement fait comprendre que je n'avais rien vu. Le camion a été remorqué dans la nuit, emporté vers une destination inconnue. Quand j'ai posé des questions, mon supérieur m'a fixé froidement et m'a dit de laisser tomber pour mon propre bien. Je n'ai jamais revu l'enregistrement et je ne saurai probablement jamais ce qui s'est réellement passé cette nuit-là.
Une chose est sûre, ce que j'ai vu n'était pas humain. Depuis, je ne regarde plus les caméras de sécurité de la même manière. Je termine toujours mon quart loin des fenêtres et des portes, car une partie de moi sait que cela pourrait arriver à nouveau. Depuis que j'ai acheté cette vieille ferme isolée, je me suis toujours senti étrangement apaisé ici, loin de l'agitation du monde. J'aimais l'idée d'être maître de mon petit royaume, entouré par des champs et des collines à perte de vue. Par mesure de précaution, et peut-être par habitude, j'avais installé des caméras de sécurité. Pas parce que je craignais quoi que ce soit, mais parce que ça me rassurait. Une caméra au portail, une autre sur la cour devant la maison. C'était simple, discret, et suffisant pour moi. Tout se passait bien, les jours s'écoulaient dans un calme presque irréel. Je me plaisais dans cette routine tranquille, bercée par le silence des nuits. Mais une nuit, tout a changé. Je dormais profondément quand je me suis réveillé soudainement, les yeux agressés par une lumière intense. Elle passait à travers les rideaux de ma chambre, inondant la pièce d'un rouge vif, presque aveuglant. Sur le moment, j'ai pensé que c'était peut-être un véhicule qui s'était égaré sur mon terrain, mais cette hypothèse n'avait aucun sens. Qui viendrait ici, à cette heure, et surtout pourquoi une lumière rouge? Intrigué et légèrement effrayé, je me suis levé et je suis allé jusqu'à la fenêtre. Ce que j'ai vu dehors m'a glacé le sang. Au milieu de mon champ, à une trentaine de mètres de la maison, il y avait une boule de lumière rouge. Elle flottait à quelques centimètres au-dessus du sol, pulsant doucement, presque comme si elle respirait. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Elle n'émettait aucun son, mais je pouvais presque sentir une chaleur émaner d'elle. Je suis resté là, figé, incapable de détourner les yeux. Mon esprit cherchait une explication rationnelle, un drone? Une illusion? Mais non. Cette chose n'avait rien de naturel. Puis, soudain, j'ai eu l'impression qu'elle m'avait vu. La lumière a légèrement vacillé, comme si elle avait pris conscience d'être observée. Et avant que je ne puisse réagir, elle a commencé à bouger. Mais pas vers le ciel, comme je l'aurais imaginé, elle a lentement disparu dans le sol, s'enfonçant comme si la terre l'avalait. Pas un bruit, pas une secousse, rien. En quelques secondes, elle avait disparu, me laissant seul dans l'obscurité, terrifié. Mon premier réflexe a été de descendre pour vérifier les caméras de sécurité. Le cœur battant, je me suis précipité vers mon ordinateur, espérant trouver des preuves de ce que je venais de voir. Mais en lançant la vidéo de la caméra pointée vers le champ, j'ai été frappé par quelque chose de tout aussi étrange. Tout ce qu'elle avait enregistré était un flash blanc, incroyablement intense, qui durait environ 10 minutes. Pas de forme, pas de mouvement, juste cette lumière aveuglante. Puis, plus rien. Incrédule, je suis sorti sur le terrain, une lampe torche à la main, cherchant désespérément une trace, un signe de ce qui venait de se produire. Mais il n'y avait rien. Pas de trou, pas de brûlure, pas la moindre anomalie sur le sol. L'herbe était parfaitement intacte, comme si cette boule de lumière n'avait jamais existé. Depuis cette nuit, je n'ai jamais revu cette chose. Mais je ne peux pas l'oublier. Chaque soir, je me surprends à scruter le champ depuis ma fenêtre, à la recherche de la moindre lueur. J'ai même installé d'autres caméras, cette fois directement orientées vers le sol, espérant capturer quelque chose si cela revenait. L'année dernière, mon partenaire et moi avons décidé d'installer une caméra de sécurité extérieure à l'occasion de Noël. Notre maison est située en périphérie d'un petit village tranquille, entouré de bois épais. Nous avions toujours aimé l'atmosphère paisible de l'endroit, mais avec l'hiver et les nuits longues, l'idée d'avoir une caméra nous semblait être une précaution intelligente. La caméra filmait l'entrée principale et nous envoyait des alertes en cas de mouvement. Les premières semaines, nous n'avons rien vu de particulier. Les notifications de la caméra montraient des animaux errants, parfois un renard ou un chat de ferme. Rien qui ne sorte de l'ordinaire. C'était une présence rassurante, un outil de surveillance qui nous permettait de dormir tranquille. Mais cela a changé la veille de Noël. Cette nuit-là, le vent soufflait fort, secouant les arbres autour de la maison.
La neige fraîchement tombée recouvrait tout d'un manteau blanc immaculé. Nous étions confortablement installés dans le salon, un vieux film de Noël jouant sur la télévision pendant que le feu crépitait doucement dans la cheminée. C'était une soirée parfaite, calme et chaleureuse, isolée du froid mordant qui régnait dehors. Il devait être minuit passé quand 3 coups violents ont retenti à la porte d'entrée. Le bruit était si soudain et intense que nous avons sursauté. C'était un coup lourd, puissant, comme si quelqu'un frappait du poing contre le bois, insistant, désespéré. Puis, presque immédiatement après, une voix s'est élevée. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je vous en supplie. Ouvrez la porte. » La voix tremblait d'émotion et de désespoir. C'était un appel déchirant, chargé de peur et de supplication. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je me suis levé d'un bond pendant que mon partenaire attrapait son téléphone pour consulter l'application de la caméra. Nous étions paralysés par la peur et l'incertitude, mais il était hors de question de laisser quelqu'un mourir de froid devant notre porte. Je me suis avancé prudemment et ai tourné la poignée de la porte d'entrée. Le froid m'a frappé instantanément, mais ce n'était rien comparé à ce que j'ai ressenti en découvrant que le porche était totalement désert. Il n'y avait personne. La neige immaculée devant la maison était intacte, sans la moindre trace de pas. Pourtant, les coups et cette voix semblaient si réels que cela ne pouvait pas être une hallucination. Troublés et confus, nous sommes rentrés dans la maison, refermant la porte derrière nous. Mon partenaire, encore sous le choc, a lancé l'enregistrement de la caméra de sécurité sur son téléphone, espérant trouver une explication. L'enregistrement montrait très clairement une silhouette qui se tenait devant notre porte, le visage tordu par la peur et le froid. C'était un homme au teint pâle, avec des vêtements déchirés et couverts de neige, comme s'il avait erré longtemps dans les bois. Il frappait violemment contre la porte, le souffle saccadé, les lèvres bleuies. Sa voix résonnait à travers l'enregistrement. « Je vous en prie. Ouvrez. Je vais mourir ici. » Nous avons regardé cette scène, incapables de détourner les yeux. La détresse dans sa voix était si palpable qu'elle me nouait la gorge. Nous pouvions même voir sa respiration glacée former un nuage de buée dans l'air glacial. Puis, sans avertissement, il a cessé de frapper. Il a baissé les bras, comme s'il avait perdu espoir et soudain, il a disparu. Pas de mouvement, pas de départ. Une image, il était là, suppliant, les mains posées sur la porte, et sur l'image suivante, il n'y avait plus rien. Nous avons reculé la vidéo plusieurs fois, mais le résultat était toujours le même. Pas de départ en courant, pas de traces dans la neige. Il n'y avait rien. Seulement le silence de la nuit et le bruit du vent dans les arbres. Cette nuit-là, nous avons à peine dormi. Le froid semblait avoir pénétré jusqu'au cœur de la maison, malgré le feu dans la cheminée. Chaque craquement des vieilles planches du plancher nous faisait sursauter. Chaque sifflement du vent ressemblait aux supplications lointaines de cet homme. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.